merci évidemment aussi à Julie Dupont-Lassalle et au professeur Didier Blanc de m'avoir sollicité pour ce colloque. Alors je ne reviendrai pas sur toutes les angoisses qui m'ont traversée pendant la préparation de cette contribution, qui donc s'intitule « Variété des échelles d'action de l'Union européenne, quelle stratégie environnementale dans l'océan Indien ?» Et si j'ai proposé de traiter ce sujet, c'est parce que je suis partie d'un constat. C'est un constat selon lequel la région est de plus en plus confrontée aux dégradations de l'environnement et en particulier aux conséquences des changements climatiques, mais que ces questions environnementales n'ont pas fait l'objet d'une initiative coordonnée de l'océan Indien. Cela s'explique notamment par la grande disparité des États et des territoires qui se trouvent dans l'océan Indien ou qui bordent l'océan Indien, que ce soit en termes de contribution aux problèmes ou en termes de vulnérabilité face aux effets des enjeux environnementaux. Parallèlement, ces enjeux environnementaux sont moteurs de l'action extérieure de l'Union européenne et participent indéniablement à son affirmation en tant qu'acteur global. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que ces enjeux environnementaux pourraient permettre à l'Union européenne de se distinguer d'autres acteurs qui tentent d'exercer dans l'océan Indien une influence. Et parmi ces autres acteurs se trouvent les États-Unis, la Chine, l'Inde, mais aussi les propres États membres de l'Union européenne ou futurs anciens États membres. Alors la place de l'Union européenne dans l'océan Indien, en tant que telle, à l'échelle de l'océan Indien, manque de visibilité. Et l'Union européenne n'a d'ailleurs pas adopté de documents d'orientation générale ou de lignes directrices concernant cette région, à l'inverse de ce qui peut exister pour d'autres zones géographiques du monde. Et pourtant, l'océan Indien, ça a été rappelé en particulier hier, est incontestablement une zone stratégique pour les intérêts de l'Union européenne, que ce soit en matière commerciale, en matière énergétique, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de migration de population, l'océan Indien est bien une zone stratégique. Alors une première prise de conscience du caractère central de l'océan Indien transparaît dans le développement de la politique maritime étrangère de l'Union européenne qui s'appuie sur la participation de l'Union européenne à la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien, indispensable bien sûr à la sécurisation des routes maritimes nécessaires au développement de l'Union européenne. Mais donc l'hypothèse de cette contribution, c'est que l'environnement, la protection de l'environnement, est également de nature à asseoir le rôle de l'Union européenne en tant que puissance dans l'océan Indien. Et donc en somme, la problématique que je me propose de traiter est la suivante. L'action extérieure de l'Union européenne est-elle susceptible de favoriser la prise en charge des enjeux environnementaux auxquels est confronté l'océan Indien, tout en affirmant sa puissance sur cette région du globe? Alors, il s'agit évidemment d'une vaste question, et pour contribuer à y répondre, il m'est apparu utile, en tant que juriste, d'envisager les différentes échelles auxquelles se déploie l'action extérieure de l'Union européenne en matière environnementale, et plus précisément d'envisager les différentes formes selon lesquelles cette action environnementale extérieure de l'Union européenne se manifeste, afin d'en apprécier le potentiel et la cohérence s'agissant de l'océan Indien. Et l'analyse conduite selon cette méthodologie me conduit à constater que l'Union européenne a bien la capacité juridique d'être un chef de file dans la prise en charge des enjeux environnementaux de l'océan Indien. Et dès lors, il me semble que la région a tout intérêt à s'appuyer sur l'Union européenne pour faire face à ces enjeux environnementaux. C'est d'autant plus le cas que l'environnement constitue un domaine porteur pour l'intégration de l'océan Indien en tant qu'ordre régional. L'Union européenne a donc, elle aussi, probablement tout intérêt à faire de l'environnement un fer de lance de sa stratégie dans l'océan Indien. Donc se dégagent là les deux axes de ma contribution. Tout d'abord, l'Union européenne, chef de file d'une action environnementale de l'océan Indien. L'environnement occupe une place de premier plan dans les relations extérieures de l'Union européenne en général. C'est vrai à l'échelle multilatérale, et cela se vérifie également dans les relations bilatérales qu'entretient l'Union européenne un peu partout dans le monde.
À ces différents titres, bien sûr, les principes inscrits dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont importants, mais la variété des instruments à la disposition de l'Union européenne me semble également intéressante à analyser, parce que finalement, cette variété d'instruments à la disposition de l'Union européenne témoigne de ce qu'elle a peu à envier aux États souverains de ce point de vue. Alors voyons tout d'abord l'action environnementale multilatérale de l'Union européenne, et puis nous étudierons son action environnementale bilatérale dans l'océan Indien. Alors il me semble nécessaire, parce que dans l'assistance je pense qu'il n'y a pas que des juristes, de rappeler les fondements de la compétence extérieure de l'Union européenne en matière environnementale, avant d'identifier donc les formes juridiques selon lesquelles elles se déploient à l'échelle multilatérale, parce que ces fondements de la compétence environnementale extérieure de l'Union européenne justifient la dimension politique de cette action extérieure en matière environnementale. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, l'Union européenne n'est pas une entité souveraine, c'est une organisation internationale, et donc son action extérieure, comme son action intérieure, est régie par le principe d'attribution, mais il n'en demeure pas moins que l'Union européenne fait figure d'exception dans le paysage des organisations internationales en raison de son caractère intégré. Pour en revenir donc au fondement de la compétence de l'Union européenne en matière d'environnement, de ses compétences extérieures, le traité de Lisbonne indique tout d'abord, parmi les objectifs généraux de l'Union européenne, cela a été également rappelé, que dans ses relations avec le reste du monde, l'Union européenne affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts, notamment en contribuant au développement durable de la planète. C'est un lien entre action extérieure et environnement qui apparaît aussi au titre des objectifs généraux de l'action extérieure de l'Union européenne et au titre, bien sûr, de la politique sectorielle de l'Union européenne sur l'environnement, qui pose notamment l'objectif de la promotion sur le plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. Donc les bases juridiques de la compétence environnementale extérieure de l'Union européenne sont très solides, et cela explique que l'Union européenne soit partie à de nombreux accords environnementaux multilatéraux. L'article 191, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise ainsi qu'en matière environnementale, dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec les tiers et les organisations internationales compétentes, notamment en concluant des accords internationaux. Alors, cette répartition des compétences entre les États membres et l'Union européenne est instable parce que l'environnement fait partie des compétences partagées. Et par conséquent, la détermination précise du pouvoir de conclure des traités dans le domaine environnemental est difficile à établir avec certitude. C'est vrai sur le plan intra-européen, mais c'est vrai, bien entendu, du point de vue des tiers. Et cela explique que généralement, les traités conclus dans le domaine environnemental prennent la forme d'accords mixtes parce que cela permet une participation conjointe de l'Union européenne et de ses États membres. Bon, quoi qu'il en soit, l'Union européenne et ses États membres font en sorte de se coordonner autant que possible au titre de ces accords mixtes, que ce soit pour leur négociation, leur conclusion ou leur mise en œuvre, et notamment en vertu du principe de coopération loyale. Mais au-delà de cet effort de coordination interne, l'Union européenne cherche à créer des synergies avec des acteurs clés à travers la promotion du droit international de l'environnement. Et on constate qu'effectivement, ces dernières décennies, l'Union a joué un rôle majeur dans la promotion des accords environnementaux multilatéraux, que ce soit pour favoriser le consensus nécessaire à leur conclusion, pour garantir leur entrée en vigueur par des ratifications en nombre et qualité suffisants, ou pour encourager leur mise en œuvre effective. C'est donc une position assumée, affichée de chef de file quant aux Unions européennes et qui est particulièrement nette dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Alors il faut néanmoins reconnaître que depuis l'adoption de l'accord de Paris en décembre 2015, l'Union européenne ne peut plus s'enorgueillir d'être l'unique leader dans la lutte contre les changements climatiques. Bien entendu, les États-Unis ont une approche quelque peu déroutante de la question, mais la Chine et l'Inde s'imposent de plus en plus comme des acteurs clés,
notamment en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Et donc, pour conserver une position concurrentielle dans ce domaine, l'Union européenne, et donc éviter des différends commerciaux, l'Union européenne a tout intérêt à consolider ses coopérations bilatérales. Et j'en viens donc au deuxième point de l'analyse de cette analyse de l'Union européenne en tant que chef de file pour étudier son action environnementale bilatérale dans l'océan Indien. Alors à cet égard, évidemment, il m'a été nécessaire de retenir un échantillon et celui que j'ai retenu va nous conduire vers des pays qu'on a peu analysés finalement jusqu'à présent, puisque donc je me suis attachée à analyser les relations bilatérales de l'Union européenne avec l'Australie en tant que pays industrialisé, mais aussi avec l'Inde en tant que pays émergent, et puis avec les pays dont on a plus parlé, les pays du groupe ACP, l'Afrique du Sud bien sûr constituant à cet égard un cas un peu particulier. Cet échantillon me semble refléter autant que possible les grands intérêts en jeu et les grands rapports de force. Bien sûr, je manque de temps pour détailler cette recherche, mais je voudrais ici me concentrer sur 4 résultats principaux. Tout d'abord, ces relations bilatérales peuvent prendre différentes formes. Dialogue politique, accords juridiques variés, accords d'association, de partenariat, de libre-échange, et de manière plus opérationnelle, un soutien financier et technique. Alors, l'ensemble de ces instruments est mobilisé, s'agissant des pays ACP, y compris l'Afrique du Sud. Les relations bilatérales avec l'Union européenne et entre l'Union européenne et l'Australie, ainsi qu'avec l'Inde, sont de ce point de vue moins poussées. Deuxième résultat, s'il existe généralement une relation circulaire entre ces différents supports de l'action extérieure de l'Union européenne en matière environnementale, il faut distinguer les dialogues politiques qui visent à définir les orientations de relations bilatérales entre l'Union européenne et un État tiers ou un groupe d'États tiers, des dialogues qui mettent en œuvre des accords d'ores et déjà conclus. Troisième constat, si la place occupée par les enjeux environnementaux varie en fonction de l'interlocuteur considéré, ces enjeux sont non seulement systématiquement intégrés dans les relations bilatérales analysées, mais ils sont aussi identifiés comme prioritaires. Quatrième résultat enfin, si les relations bilatérales entretenues par l'Union européenne dans l'océan Indien aboutissent de plus en plus à mettre en relation une grande variété d'acteurs, y compris des acteurs auxquels on ne pense pas souvent, par exemple les médias ou le monde de l'éducation, afin de favoriser l'émergence de solutions innovantes face aux enjeux environnementaux, eh bien ces forums offrent aussi à l'Union européenne l'occasion de forger le consensus nécessaire à l'élaboration du droit dérivé des accords environnementaux multilatéraux, dont on parle moins souvent, mais qui est tout à fait déterminant pour l'effectivité de ces accords. Alors au terme de cette première partie de l'analyse, l'action environnementale extérieure de l'Union européenne semble donc globalement cohérente entre l'échelle multilatérale et l'échelle bilatérale, même si bien sûr l'analyse mériterait d'être affinée bien au-delà de ce que je peux faire avec cette contribution. Mais quoi qu'il en soit, juridiquement, l'Union européenne est bien en mesure d'être un chef de file en matière environnementale, y compris dans l'océan Indien. Et c'est d'autant plus le cas que cette stratégie environnementale de l'Union européenne est également de nature, me semble-t-il, à favoriser une meilleure intégration de l'océan Indien en tant qu'ordre régional. Et c'est là le deuxième temps de mon analyse, l'environnement, fer de lance européen pour l'intégration de l'océan Indien. Alors, en dépit de leur grande diversité, les États et territoires de l'océan Indien partagent la menace d'instabilité que font peser sur la région les problèmes environnementaux. On peut penser aux conséquences de l'élévation du niveau de l'océan pour les Maldives, les Seychelles, les zones côtières du golfe du Bengale. On peut considérer le fait que nombre de réfugiés proviennent d'ores et déjà de l'océan Indien, de pays de l'océan Indien. On peut se remémorer bien sûr le tsunami de 2004, le cyclone Nargis de 2008, le risque croissant de déversement de déchets nucléaires, et l'on perçoit
la forte interdépendance régionale autour des enjeux environnementaux. Alors les puissances qui entendent exercer leur influence à l'échelle de l'océan Indien se positionnent principalement en termes militaires. Dans ce contexte, le concept de sécurité environnementale pourrait permettre à l'Union européenne de se démarquer et de trouver peut-être plus facilement sa place dans ce paysage géopolitique en pleine mutation. L'Union européenne peine en effet à s'imposer comme un acteur sécuritaire traditionnel. Elle est en revanche sans doute mieux armée, si je peux m'exprimer ainsi, pour adopter une approche préventive des conflits, intégrant pleinement la dimension environnementale. À ce titre, elle est en effet en mesure de participer directement comme indirectement aux efforts de coopération régionale entre les États et territoires de l'océan Indien. Alors tout d'abord, la participation directe de l'Union européenne à la coopération régionale dans le domaine de l'environnement. Comme chacun sait, l'Union européenne est territorialement présente dans l'Union européenne et à travers ses régions ultra-périphériques. En termes d'intégration de l'océan Indien, cela lui confère une compétence pour participer directement à des accords ou organisations régionales fondées sur une justification non plus économique mais territoriale. À cet égard, toutefois, les seules organisations régionales de l'océan Indien auxquelles l'Union européenne participe en tant que membre plénier sont l'accord de gestion des pêches du sud de l'océan Indien, SIOFA, dont le siège est à La Réunion, la commission des thons de l'océan Indien et la commission pour la conservation du thon rouge du sud. La participation plénière, je parle bien sûr sous votre contrôle, la participation plénière de l'Union européenne en tant que telle à ces organisations régionales est fondée sur le fait que la compétence principalement en cause est relative à la politique de pêche, qui fait partie des compétences exclusives de l'Union. Cette politique sectorielle, comme toutes les autres politiques et actions de l'Union européenne, doit toutefois prendre en considération les enjeux environnementaux en vertu du principe d'intégration. Ainsi, l'objectif de ces accords est de renforcer la coopération régionale afin de garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques. La participation directe de l'Union européenne à ces accords de gestion des pêches, à ces accords régionaux de gestion des pêches, permet une diffusion des standards environnementaux de l'Union européenne, tenant compte des spécificités de l'océan Indien et une intégration des préoccupations sociales, économiques au sein de la zone, au sein du droit de l'Union européenne. Cette participation directe de l'Union européenne à des accords et organisations de l'océan Indien esquisse ainsi des relations interrégionales et témoigne donc des prémices d'une intégration régionale autour de la gestion des ressources naturelles selon une perspective utilitariste et intégrée. Le phénomène demeure toutefois limité, mais ce qui est intéressant, c'est qu'une dynamique comparable peut être également détectée au titre, et c'est le dernier point de ma contribution, au titre de la participation indirecte de l'Union européenne à la coopération régionale dans le domaine environnemental. L'Union européenne n'est pas partie à la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de l'océan Indien occidental. En effet, en dehors des 9 États d'Afrique orientale et de l'océan Indien concernés, seule la France a ratifié cet accord et ces protocoles, et non pas également l'Union européenne, alors que la Convention aménageait une telle possibilité. L'Union européenne n'est pas non plus partie à la Commission de l'océan Indien, ce qui se comprend davantage dans la mesure où une telle possibilité n'est pas envisagée par l'accord de Victoria, dont la vocation première, cela a été rappelé, est le développement de l'espace indienne-océanique. Pour autant, l'Union européenne est loin d'être étrangère aux travaux conduits sous les auspices de la Convention de Nairobi et de la Commission de l'océan Indien, puisqu'elle est le principal contributeur financier et technique de la Commission de l'océan Indien, et que la Commission de l'océan Indien soutient elle-même les projets relatifs à la Convention de Nairobi. Au titre de la Commission de l'océan Indien, l'Union européenne bénéficie d'ailleurs d'un statut ad hoc de partenaire. Ce statut, que l'on pourrait qualifier d'observateur privilégié,
ne permet toutefois pas à l'Union européenne d'être formellement décisionnaire au sein de cette organisation régionale, mais elle y exerce une influence certaine, ne serait-ce que dans l'identification des actions jugées prioritaires à financer ou dans l'organisation institutionnelle de la Commission de l'océan Indien. Reste enfin à noter une dernière manifestation de la participation indirecte mais déterminante de l'Union européenne à l'intégration régionale à partir d'enjeux environnementaux, le programme Interreg 5 qui a été évoqué ce matin, Océan Indien, pour la période 2014-2020. Ce programme vise en effet à financer, on l'a dit, la coopération entre la Réunion, Mayotte et 12 pays tiers du sud de l'océan Indien ainsi que les terres australes et antarctiques françaises. Or, on constate que 3 des 5 priorités stratégiques de ce programme portent sur les enjeux environnementaux, parmi lesquels l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables, pour dire différemment, l'adaptation au changement climatique, mais aussi la pêche durable et la préservation de la biodiversité. L'intégration environnementale régionale ainsi promue passe donc de nouveau par des canaux transnationaux à travers la mise en relation des chercheurs, des acteurs économiques, des experts, etc. Donc en conclusion, envisager l'Union européenne en tant que puissance dans l'océan Indien, à travers son action extérieure dans le domaine de l'environnement, me conduit à la qualifier, peut-être de manière un peu enthousiaste, trop enthousiaste, de puissance pragmatique mais engagée. Cela se traduit principalement par la pratique ou la promotion d'une coopération environnementale tous azimuts. Cette coopération tente certes parfois d'emprunter les routes escarpées, généralement privilégiées par les États, acteurs traditionnels des relations internationales, mais dans le fond, elle aboutit presque systématiquement à naviguer dans un espace beaucoup plus vaste, puisqu'en favorisant la mise en relation et l'implication d'une plus grande variété d'acteurs, l'Union européenne contribue à leur reconnaissance et à leur influence croissante à l'échelle globale. Cet océan des possibles demeure toutefois encore largement méconnu, et c'est pourquoi, malgré quelques moments de doute profond que j'évoquais en début d'intervention, je ne tiendrai finalement pas rigueur à la direction scientifique de ce colloque de m'avoir poussé à traiter de cette question que j'espère avoir contribué à démêler.